La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble et aujourd'hui j'ai un invité exceptionnel, un YouTuber aux 1 400 000 abonnés, écrivain, illusionniste, mentaliste, je sais pas Plombier, quoi dire sur... on peut mettre ce que tu veux. fais tout, voilà. Fabien Olicard, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci énormément à toi. On s'était vu à un petit tournage dernièrement et à la scène musicale que tu as rempli le 31 décembre. Et tu nous fais la gentillesse de venir pour l'émission à Voix d'Ambroise Paré. C'est une gentillesse partagée. Donc, on a quelques personnes. Alors, pour situer pour les auditeurs, nous sommes au rez-de-chaussée, le studio d'enregistrement La Voix d'Ambroise Paré. Si vous voulez venir nous voir, si vous voyez Fabien à la caméra, c'est qu'on est en direct. Donc, vous pouvez venir le voir au studio. Si vous ne le voyez pas à la caméra, c'est que c'est une rediffusion. Ne venez pas, il sera déjà parti. C'est pas mal, ça. Donc, venez nous voir avec plaisir. On accueille là quelques patients. Bienvenue au studio. Alors, Fabien, dans un premier temps, on va faire la présentation. Tu vas nous parler un petit peu du mentalisme, de ton parcours, etc. Et puis, on aura 1 heure à passer ensemble et on parlera un petit peu de ta chaîne YouTube, de tes livres, de tes spectacles, de ton actualité, de tes projets, etc. Mais plein de choses en perspective. Tout d'abord, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour les patients qui ne te connaîtraient pas. Présente-toi. Oui, puis je pense qu'il y en a pas mal qui disent « mais c'est qui lui ?» Alors bonjour, je m'appelle Fabien Olicard et donc mon métier dans ma vie il est multiple parce que je suis à la fois vidéaste, à la fois auteur, à la fois artiste de scène, qui est mon premier métier d'ailleurs. Mais tout ça a un socle et un fond commun qui est le mentalisme et une passion avérée et admise pour le mental et donc le mentalisme en soi. Ça veut dire tout ce qui touche au cerveau, mais il n'y a pas de définition au mentalisme, mais ça, je pense qu'on va en reparler après. On va en reparler donc, juste après. Je me tais pour le moment. Et alors, ton parcours, déjà, on va parler après. Je suis venu du 20e, voilà. C'était une galère. Ça, c'est clair. Oui. Ça, en moto, c'est déjà un peu mieux qu'en voiture, mais mon Dieu. Et en transport, n'en parlons pas. Donc, ton parcours professionnel. Aujourd'hui, donc, tu as 37 ans, tu as énormément d'abonnés sur YouTube, tu as écrit plusieurs livres, mais comment ça a commencé tout ça ? Est-ce que déjà, tout petit, tu te disais, plus tard, je vais monter sur scène. Alors, tu ne pourrais pas te dire YouTube, parce que ça n'existait pas, mais déjà, qu'est-ce que tu avais comme projet quand tu étais gamin ? Est-ce que c'est venu tard ? Est-ce que c'est venu tôt ? C'est marrant que tu poses la question, parce qu'on m'a déjà demandé si, enfant, je voulais faire des vidéos sur Internet. Et j'avais trouvé cette question vraiment très, très drôle. On est de la même génération, toi et moi. Et tu dis, enfin, vraiment, Internet, nous, on a connu le développement. On a vécu sans téléphone portable à une époque. On a connu les tatous et les tam-tams. Tu te souviens de les beepers, quoi, comme les médecins pour le coup. Les téléphones à cadran. Exactement. Les cassettes qu'on rebobine avec un crayon. Bref, les plus de 30 ans s'en souviennent. Moi, je suis né au nord de La Rochelle, dans un petit village qui s'appelle Marcilly, de 1200 âmes. Et assez tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai découvert plusieurs choses en même temps. Ces 2 choses principales sont la mémoire, donc toutes les techniques pour mémoriser, la mnémotechnie, et l'illusionnisme. Et plus particulièrement dans un livre d'illusionnisme qui s'appelle Cor Magica de Robert Desnos, il y avait un chapitre qui s'appelle « Il n'y a pas de truc » et c'était du mentalisme. Et là, pour moi, ça a résonné d'une manière incroyable en mode « Quoi ? On peut faire quelque chose à la tête de quelqu'un, un espèce de tour sans matériel, sans rien ?» Je trouvais ça fascinant. Alors qu'en soi, quand on y réfléchissait un peu plus après dans le temps, les magiciens sont de base mentalistes puisqu'ils gèrent un public, puisqu'ils font du forçage psychologique, puisqu'ils font du détournement d'attention. C'est du mentalisme en soi, quoi. Tout à fait, ouais. Bref, mais ça, je le comprendrai que plus tard. Ça me fascine au point que je me mets à lire des bouquins de psychologie cognitive à l'âge de 8 ou 9 ans, dans la cour de récré en primaire, ce qui explique que j'ai pas d'amis. Ça, c'est une bonne explication. Les amis viendront plus tard au lycée, quand je découvre 2 choses, l'humour et l'alcool aussi un petit peu. Mais voilà, consommer avec modération. Et au moment de choisir un métier, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire rire les gens sur scène. Mon envie vraiment professionnelle était d'être sur une scène, de faire marrer un public. Oui, parce que ta particularité, c'est que tu as... Alors,
pour ceux qui connaissent comme mentaliste, il y a par exemple Victor Vincent, bien sûr, qui est un bon copain, avec qui j'ai déjà vu des vidéos de toi sur YouTube. Et il y avait Gary Kurtz, il y a, je sais pas, 10-15 ans, il était pas mal à la mode. J'étais allé le voir à l'époque. Et c'est des gens qui vont être, on va dire, peut-être des numéros plus sérieux, si je puis dire. Ouais, moi j'appelle ça des numéros dans le mystère, dans une ambiance, dans quelque chose comme ça, quoi. Souvent un petit peu 19e siècle d'ailleurs. Exactement, et avec le look un petit peu décalé de Victor. Mais toi, tu as choisi le créneau de l'humour, un peu du décalage. C'est ma manière naturelle de m'exprimer, donc en fait je pouvais pas lutter contre, et puis comme je te disais, j'avais envie de monter sur scène pour faire marrer les gens, et justement la question s'est posée à l'envers quand je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Je vais leur parler de ce qui est le plus vrai, donc ma passion pour le mental et le mentalisme depuis toujours, et puis c'est ça que je vais amener sur scène, et ça n'a pas été une stratégie en fait, ça s'est imposé à moi. Tu sais, je pense même que si je m'habillais un petit peu dans un style un peu comme Victor, et que j'essayais de faire quelque chose d'un peu sérieux, je pense que les gens riraient pensant que je fais du second degré, tellement c'est pas ça mon ADN en fait. Donc j'ai pas lutté contre qui j'étais, et toi qui as vu le spectacle d'ailleurs récemment, voilà, c'est un one man show de 2 heures, mais le fond c'est du mentalisme dans le but de bluffer les gens et aussi d'amener les gens à se bluffer eux-mêmes, qui est quelque chose qui m'intéresse, la pédagogie. Oui, parce qu'on en reviendra tout à l'heure, mais on apprend les 17 premières décimales de pi, et juste avant l'émission je me suis amusé à utiliser ta technique, et j'ai appris les 30 premières en 2 minutes. T'as vu, c'est déconcertant de facilité de constater qu'on a une bonne mémoire, et des fois on est un peu dans le déni de dire non, j'ai pas une bonne mémoire. Eh bien si, mesdames et messieurs qui m'entendez, vous avez tous une incroyable mémoire, même si vous vous souvenez déjà plus de mon prénom. C'est Fabien Olicard. Chaîne YouTube, Facebook, j'envoie des messages subliminaux. On dirait que je t'ai hypnotisé, c'est très flippant. Mais alors, du coup, ton parcours, sans indiscrétion, est-ce que tu es parti sur d'autres métiers avant de monter sur scène? Est-ce que c'était une activité secondaire ou... Alors, juste avant de monter sur scène, j'étais en restauration durant une période de 2 ans, donc de 18 à 20 ans. Et ensuite, de mes 20 ans jusqu'en 2011, je travaillais plutôt à l'étranger. Je faisais une 30aine de pays par an et un petit peu à la France. Mais c'était pas tellement du spectacle, c'est pourtant très ressemblant à ce que je fais aujourd'hui. Je faisais des conférences sur la mémoire principalement, des formations également, et ce qu'on appelle de l'exhibition. Donc c'est un numéro de 10 minutes. Je prends un exemple très concret. J'avais fait un numéro de 10 minutes pour Sony TV en Inde. C'est l'équivalent de TF1 pour les 10 ans de la chaîne. Donc voilà, c'est 15 jours là-bas pour faire un truc. Mais j'avais pas la notion de mise en scène. J'avais pas la notion de texte. Pour moi, je faisais une démonstration de quelque chose. J'arrivais, je disais voilà, le cerveau il est fait comme ça. Avec ça, on peut faire ça. Et voilà. Ce qui fait que des fois, ça se passait très bien. Des fois, c'était un peu moins bien parce que c'était improvisé tout ça. Et en 2011, je décide de poser mes valises à Paris, en France, parce que la raison principale, c'est que j'ai rencontré une personne avec qui je suis depuis 2008, mon ex-compagne, et je me dis, faut qu'on se voit plus, donc elle habite à Paris, je vais à Paris. Et à Paris, je m'ennuie. Et vraiment, j'adore faire plein de choses et découvrir. Et je me souviens, si tu veux, toute l'histoire, d'une fois où j'ai travaillé en Ukraine, à Yalta, où j'ai rencontré un gars qui connaissait des gens qui venaient de racheter un théâtre de 50 places à Paris. Il m'avait dit, si un jour tu veux essayer de jouer dans un théâtre, peux le contacter de ma part. Je dis, je vais le rappeler Jérôme. Jérôme me donne le contact, j'y vais là-bas, je leur explique ce que je fais. Il me dit, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on fait de l'humour. Et je fais, non, mais ça peut être drôle ce que je fais. Ils font, tu fais quoi? Je récite les décimales de pi. Ils font, donc non, on n'en veut pas. C'est sûr et certain. C'est super vendeur quand même. Hein. Et du coup, je m'accroche et je dis, prenez-moi juste 5 minutes, vous, parce qu'ils étaient 4 à la direction, prenez-moi, vous 4, 5 minutes, je vous fais une démo et vous me dites ce que vous en pensez. Et ils cèdent, parce que vraiment, je pense qu'ils en ont marre de moi. Et je fais les 5 minutes et ils me disent, ok, c'est cool, on voyait pas ça comme ça, on te programme, il n'y a pas de souci. Et j'ai joué durant 2 ans chez eux à la Comédie des Trois Bornes à Paris, dans le 11e. C'est un 49 places. Et alors, il faut savoir quand même que les 2-3 premières dates, c'est de l'impro complète, quoi, durant 1 heure. Ce que je sais faire, quoi. Et puis, je crois après la 3e date, je vais voir un spectacle par hasard d'humour, spectacle d'Arnaud Cosson à l'époque, et un super humoriste, et là je me prends une gifle, je me dis c'est ça un texte, c'est ça une mise en scène, t'as du boulot. Donc je continue à jouer, et en parallèle je vais voir jusqu'à 4 spectacles par semaine, et je fais entre 5 et 8 scènes ouvertes pour m'entraîner, et je me fais un cursus accéléré en autodidacte, quoi. Et donc je passe en même temps mes 2 ans à la Comédie des Trois Bornes, et ça se passe bien. Après je fais un showcase à la Comédie des Boulevards en 2012, le point virgule
auxquels je voulais jouer, je les invite. Il m'avait dit, on n'a jamais pris de mentaliste ou de magicien le soir, on n'en prendra pas, on vient par sympathie. Il voit le spectacle, il me disait, ah ok, il y a moyen, donc un peu comme les 3 bornes, tu vois, je me dis génial. Du coup, je me retrouve à jouer 2 ans au point virgule, c'était incroyable. Après, je passe 1 an au grand point virgule, et puis après, je lance mon Olympia, et c'est à peu près à cette même période, comme à l'Olympia, je fais un nouveau spectacle, que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire comme défi créatif pour me stimuler dans l'écriture, et je me dis, tiens, je vais faire des vidéos. Donc, en même temps que je prépare l'Olympia, je commence à faire des vidéos sur YouTube, et mais c'est un peu comme le théâtre, c'est par hasard, c'est pour apprendre autre chose dans ma vie, et puis en fait, le fait que ça fonctionnait, ça a trouvé un public, et je me fais porter par ce public, je suis très chanceux. 1 400 000 abonnés, on le rappelle quand même. Ça, ouais. Mais on en parlera justement après la première coupure musicale, et puis on parlera de la définition du mentalisme. Okay. Tu nous expliques un petit peu plus. Alors c'est vrai que moi, je suis allé à ton spectacle, tu prends le temps au départ d'expliquer ça, parce que ce qui était, pour la petite anecdote rigolo de ton spectacle, c'est que un peu comme aujourd'hui, alors je vais dénoncer Bernadette, mais c'est une question de génération. Bernadette, tu es dénoncée. Parce que, en fait, quand je disais Fabien Olicard, il y en a qui ne te connaissent pas, et c'est un peu générationnel. Comme tu es très connu sur YouTube, c'est plutôt ceux qui ont 15, 20, 30 ou 40 ans qui te connaissent. Ouais, j'ai une grosse cible entre 25 et 35. Voilà. Ouais, et puis, par exemple, typiquement Bernadette, quand je dis Fabien Olicard, mince. Ouais, mais elle a 37, alors forcément ça. Bah voilà, c'est pour ça. 38, 1 an de plus que moi seulement. Et du coup, ce que je disais, c'est que quand j'étais au spectacle le 31 décembre, il y avait des gens derrière moi. Et en fait, je pense que c'est les gamins qui avaient poussé pour qu'ils y aillent. Et je te jure, avant que ça commence, mais il y en a plein derrière, mais c'est qui ces trucs? Ils savaient même pas où vous étiez, en fait. Ils ne savaient pas du tout où ils étaient. Et franchement, je me suis regardé avec ma conjointe, on s'est dit, mais j'avais peur que l'ambiance, elle soit un peu. Non, c'est ça à chaque représentation. Alors moi, je fais lever la main, tu te souviens, à un moment donné, pour savoir qui me connaît au milieu de spectacle. Et en général, on est sur un 25-30% de la salle maximum. Donc j'extrapole en me disant, il y a 30% de la salle qui me connaît, soit parce qu'ils sont déjà venus en spectacle, soit parce qu'ils ont lu un livre, soit parce qu'ils connaissent les vidéos. Il y a 30% qui me connaît pas, mais qui a accompagné la partie qui me connaissait, et il y a 30% de curieux qui se disent on va voir. Et l'idée, c'est que les gens qui me connaissent et qui m'apprécient et qui sont venus pour ça, il y a quand même de grandes chances qu'ils aiment ce spectacle. Donc il ne faut pas faire le spectacle en essayant de leur plaire à eux. Il faut être au contraire dans ce qu'on sait faire de mieux. Et après, les 60% qui ne te connaissent pas, moi ça fait plus que 90%, tout ça j'en ai bien conscience, les 60% qui ne te connaissent pas, ou du moins les 2/3, c'est de se dire comment eux qui ne te connaissent pas ou potentiellement n'avaient pas très envie d'être ici, comment ils ressortent contents. Et en fait, il y a un grand secret qui est très simple. Il ne faut pas arriver en étant Dieu le Père et en disant tout le monde me connaît, nanana. Il faut arriver. Moi, j'arrive sur scène comme quand j'arrivais à la Comédie des Trois Bornes. Je me dis, ces personnes-là ne me connaissent pas, elles ne savent pas ce que c'est le mentalisme, elles ne sont pas sûres de ce qu'elles vont voir. Il faut les emmener progressivement. Exactement. Il y a tout à faire. Tu n'arrives pas en terrain conquis. Ouais, tu remets, mais tu as tout compris, tu remets le trophée en jeu à chaque représentation. Et ce qui t'a valu d'ailleurs une énorme standing ovation quand tu as parlé de courgettes. On en reparlera tout à l'heure. J'avais oublié cette impro. C'était énorme. Non, alors, juste pour le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est levé à un moment, alors sûrement pour aller aux toilettes, et je me suis dit en plus, alors, t'as voulu le vanner, t'as demandé s'il allait faire pipi, etc. Je me suis dit, c'est horrible. Imagine, il avait un coup de fil, je sais pas, ses enfants étaient malades et tout. Je me suis dit, je l'aurais vu sur le visage. Oui, parce que du coup, t'as commencé à vanner, t'as vu que ça matchait. Donc, t'as commencé à vanner avec sa femme, il n'avait pas de faire pipi. Puis, t'as mis toute la scène avec toi, de dire, bon, je vais faire un truc. Je vais faire un moment, je vais dire courgette dans le spectacle. Vous allez faire une standing ovation, un truc comme ça. On va tous regarder sa tête. Ça va être le seul à pas comprendre la vanne. C'est ça. Et je vais dire, c'est incroyable que vous ayez la référence. Imaginez s'il y a une seule personne dans cette salle qui l'a pas, ça doit être terrible. Et c'est vrai, à un moment, t'as dit courgette et tout le monde, ils se sont levés, ils ont applaudi, ils ont hurlé. Incroyable. Et moi, j'ai regardé, le gars était derrière moi, j'ai regardé, mais il a rien compris. Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, ce qui était drôle, c'est que parce qu'il y avait 2 solutions. Ou il se mettait à rire et à applaudir aussi sans savoir pourquoi, ou il restait interloqué. Et il est resté interloqué. Ça veut dire qu'il cherchait pas à être dans la norme en tout cas. Mais c'était ça c'était énorme en tout cas. On va tout de suite commencer par une première coupure musicale. Je disais tout à l'heure, j'ai fait exprès de prendre quelques morceaux de notre enfance, adolescence. On est de 82 tous les deux. Et comme on parle de on parle de mentalisme aujourd'hui, qui n'est pas du paranormal, tu nous expliqueras. Mais j'avais envie de mettre quelque chose en thème avec le paranormal. Je pense que tu vas reconnaître avec les auditeurs aussi. Je vais tout de suite vous mettre Ghostbusters. Ah, génial. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec aujourd'hui Fabien Olicard, le mentaliste. Nous parlions dans une première partie un peu de ton parcours, de comment tu es devenu mentaliste, comment tu es monté sur scène. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus en détail de qu'est-ce que le mentalisme, puisque tu dis dans ton spectacle, tu n'as pas une définition figée du mentalisme. Comment toi, tu le présentes ? En fait, oui, tu as raison en disant ça. Il n'y a pas de définition au monde pour ce mot-là. Et donc, la définition a évolué, changé au fur et à mesure du temps. Au 19e siècle, c'était presque associé à tout ce qui était spirituel, tabouija, etc., planche ouija et tout. Donc, chaque mentaliste, en fait, a sa propre définition. Elle est ni fausse ni vraie, c'est la sienne en soi. Moi, je vois le mot mentaliste ou mentaliste comme un sac, un grand sac fourre-tout, dans lequel on va mettre des techniques qu'on va piocher de tous les univers qu'on veut dans des buts particuliers. Moi, les techniques que j'y mets, ça va être des techniques d'illusionniste, d'influence, de psychologie, de mémoire, de calcul rapide. Je ferme mon sac. D'humour aussi, on disait tout à l'heure. D'humour, ça va être ta signature. Moi, exactement. Et donc, les deux buts, ils vont être très clairs. Bluffer les gens pour les divertir, en les amusant, effectivement, en les emmarrer. Et après, les amener à se bluffer eux-mêmes en comprenant qu'ils ont un super cerveau et qu'avec 2-3 techniques, on peut faire un truc de dingue. J'étais en interview ce matin pour une autre émission et la personne qui m'a interviewé, elle a gagné Burger Quiz. Mais alors, j'allais te dire, je l'ai regardé. Et c'est véridique. Alors je dis parce que petit aparté, mais à chaque fois que tu mets une vidéo YouTube, il y a toujours des haters. Mais ça, on en parlera après dans YouTube. Que c'est truqué et tout. Non. Il a fait. Alors pour ceux qui connaissent pas Burger Quiz, c'est un jeu où ils vont poser 10 questions à la suite. Mais des questions qui vont être volontairement tirées par les cheveux, comiques, etc. pour vraiment déconcentrer. Et le but, c'est qu'après, on redonne les 10 réponses à la suite. Et tu as fait une vidéo là-dessus. C'est l'épreuve finale, ça. C'est ça, l'épreuve finale, pour gagner une voiture en plus. Et moi, bêtement, quand je voyais ça, parce que le Burger Quiz, je regardais quand on avait 20 piges, quoi. Vrai, bien sûr, puis là, c'est revenu. Et en fait, à chaque fois, j'essayais de jouer avec eux. Et l'erreur que je faisais, c'est que à chaque fois qu'ils donnaient une réponse, je la refaisais dans l'ordre. C'est-à-dire que dans ma tête, je faisais réponse 1. Puis une fois qu'ils posent la question 2, réponse 1, réponse 2. Puis après, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Oui, mais ça va jusqu'à 3-4. Mais en fait, et surtout que comme à un moment, ils te posent des questions exprès, tirées par les cheveux ou qui te font marrer, des conneries, etc., tu t'éclates de rire, etc., et tu perds complètement le fil. Comme tu le mets dans ta mémoire, en fait, en faisant ça, tu le mets dans la mémoire qui s'appelle la mémoire de travail. Et donc, effectivement, si tu passes à autre chose, la mémoire de travail, elle se vide. Elle se vide complètement. Et tout d'un coup, pouf, t'es perdu. Et toi, tu donnes une astuce sur cette vidéo avec le palais mental de mémoire, où tu vas donner... alors j'invite les auditeurs et puis vous à aller voir la vidéo, donc comment gagner le Burger Quiz, le burger de la mort. Et en fait, tu vas donner des astuces pour comment mettre les réponses de 1 à 10, mais d'une certaine façon. Et ce qui fait que après, non seulement quand tu as mis ta réponse... je ne sais pas comment l'expliquer, mais une fois que tu as mis ta réponse, tu n'as pas besoin de te la répéter par la suite. Elle est posée dans un coin. C'est comme si tu étais sur une étagère, tu la poses, et en fait, après, tu peux revenir à n'importe quelle réponse comme ça. Tiens, la 7, la 3, la 5, le truc. Et en fait, c'est très clair dans ta tête. Et limite, très simple. En faisant ça, je me suis éclaté après à prendre des trucs et même à demander à ma femme, je dis, vas-y, pose-moi les questions et tout, on le fait. J'ai gagné plein de fois de suite, et c'était super simple. Mais il y avait comment dire, faut qu'après chacun travaille ses astuces. Toi, tu as donné certains exemples, moi j'en ai changé quelques-uns. Et puis après... Il y a deux choses que tu dis qui sont très très vraies. La première chose, c'est ce que je mets à la fin de mon premier livre, c'est que pour qu'une astuce fonctionne, il faut s'en servir. Donc il faut la travailler. Et la deuxième chose, c'est que ces astuces qui sont liées au cerveau doivent être personnalisées. Exactement. Si quelque chose te semble plus logique, alors va dans cette direction parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Et là, en l'occurrence, pour le burger de la mort, j'utilise donc la technique du palais mental. Je veux dire, ça n'a pas été fait pour Burger Quiz, ça a été inventé par les Grecs pour la transmission orale à l'époque. Et là où les Grecs étaient très malins, c'est qu'ils avaient compris que l'imaginaire était traité par la mémoire épisodique, donc la mémoire du souvenir, exactement comme un souvenir qu'on a eu en réalité avec ses 5 sens, tu vois. Et donc, si tu imagines quelque chose, il se dit visuellement ou auditivement, il se dit ok, ça existait, et il l'accroche à d'autres souvenirs qui existent déjà dans ton schéma neuronal, donc ça tient tout de suite.
Et c'est assez impressionnant. Je te dis, la personne que j'ai vue ce matin, elle a gagné la bagnole comme ça. En fait, il était sélectionné et il a regardé la vidéo avant d'y participer et donc il a gagné la voiture. Il s'est dit, mais pourquoi ils font pas une épreuve plus dure maintenant? Parce que ça a l'air trop simple une fois que tu as essayé l'astuce. Et vraiment, j'invite les auditeurs à y aller, à aller voir ton exercice. Et non, c'est pas truqué, refaites-le après. Ouais. C'est vraiment. Et du coup, dans la vidéo, je le fais avec 30 questions pour montrer qu'après, on peut. Oui, après, tu peux. Alors bon, moi, je sais pas si j'y arriverai. Si, mais il faut de l'entraînement. Après, c'est comme pour tout, quoi. Mais jusqu'à 10, et le principe en 2 mots, c'est que à chaque fois, pour chaque chiffre, tu te mets un élément clé. Par exemple, tu dis 1, ça rime avec sapin. Voilà. Et donc, par exemple, pour la question 1, d'images, t'imagines la réponse devant un sapin. Et donc, par exemple, je crois, et même, je me souviens même dans ta vidéo, c'était Francis Cabrel, la réponse à la question 1. Ah, peut-être. Et du coup, tu disais, vous imaginez Francis Cabrel devant le sapin de Noël. Et moi, dans ma tête, j'imaginais Francis Cabrel habillant en Père Noël devant le sapin de Noël. Et tu vois, regarde, et c'est du petit détail. Ce qui est très drôle, c'est que via l'exemple que tu viens de donner, si à la toute fin de l'émission, tu dis aux gens il y avait quoi devant le sapin de Noël, ils vont savoir ce qu'il y avait. Oui. Tu vois, alors qu'ils n'ont pas cherché à prendre cette information. Mais comme ils viennent d'avoir une image qui est apparue dans leur tête, cette image, elle est posée pour un certain temps. Et ça, tu peux l'appliquer pour d'autres choses. Alors, par exemple, pour tes études, pour des études, pour des dates, pour des données. Moi, j'utilise les numéros de téléphone, peut-être. Pour les numéros de téléphone, bien sûr. Pour structurer un discours. Tu sais qu'on peut enregistrer avec un répertoire maintenant. Hein. Oui, mais ça, c'est terrible. Ma compagne ne connaît pas mon numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Dingue, ça, tu vois. C'est qu'en fait, on est trop habitué. On travaille moins la mémoire. Beaucoup de numéros de téléphone. Et après, en fait, ils sont quand même dans mon répertoire, mais je les tape de tête. Et comme ça, au moment d'appeler, si le nom n'apparaît pas, c'est-à-dire que je me suis planté et que c'est pas la bonne personne. Et comme ça, ça me fait un point de contrôle, mais il y a tous les numéros dont je me sers régulièrement, et puis on va dire mon premier cercle, amis, famille, etc. Je veux connaître les numéros par cœur, quoi. S'il m'arrive quelque chose quelque part, il faut que je puisse appeler, même si j'ai pas de téléphone. Mais est-ce que tu trouves que justement on l'utilise moins? Alors je vais faire mon vieux con, mais aujourd'hui tout est facilité avec. Je te vannais sur le téléphone, mais effectivement, moi quand j'étais gamin, et si j'étais à l'école et qu'il m'arrivait quelque chose à l'école que l'école devait appeler, face tout bête, je connaissais les numéros de fixe parce qu'il n'y avait pas de portable. Mais à aujourd'hui, tu n'apprends plus. En fait, il y a eu 2 événements marquants dans l'histoire de la mémoire dans le monde. Il y a eu l'invention du papier. L'invention du papier a été un problème. C'est là qu'on a oublié les techniques des Grecs. Pour le coup, pas les mentales, table de rappel, mnémotechnique, etc. Technique, d'ailleurs, blague à part, on parlait du Burger Quiz, mais tellement puissante que ça se revendait sous le manteau au 19e à prix d'or parce que tu passais pour un génie de la mémoire si tu faisais ces trucs-là sans les expliquer, tu vois. Et là, donc, le deuxième problème aujourd'hui, c'est le téléphone. Alors, pas tant pour ce qu'on peut y noter, parce que là, c'est l'équivalent du papier, mais pour la recherche d'informations. En fait, le procédé de la mémoire, c'est qu'en plus, on a une data mémoire. La data mémoire, c'est par exemple, une fois, tu es en train de parler d'un film et tu dis comment il s'appelle cet acteur ? Oui. Bon, je sais plus, mais je sais que je sais. Cette phrase, elle est incroyable. Bah oui. Je sais que je sais, ça veut dire que ton cerveau te dit j'ai l'information quelque part, mais on n'y a pas encore retrouvé l'accès, quoi. C'est fou, quoi, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, tu vas faire autre chose et tu vas dire au fait, le mec dont je te parlais tout à l'heure, c'était un tel. C'est le procédé de récupération. Et souvent, on va dire n'y pense plus. C'est ça. N'y pense plus, ça reviendra plus tard. Et là, pour l'instant, on ne sait pas à quel point le téléphone abîme le procédé de récupération et quelles vont être les conséquences, parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as plus quelque chose en tête, même si tu sais que tu le sais, tu vas dire attends, je regarde sur Google, ah voilà, je voulais te parler de ça. Et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans la récupération mémorielle? On ne sait pas, on n'a pas encore assez de recul, mais on pressent quand même que c'est pas bon parce que ça crée un problème, quoi. Et toutes les techniques de mémoire d'ailleurs, elles sont là pour faciliter et favoriser la récupération de l'information. C'est un peu comme si la mémoire était une forêt équatoriale, que l'information c'était dans la forêt et que les techniques c'était des petits flambeaux qu'on avait mis pour baliser un peu le chemin, quoi. Oui, c'est ce que t'expliquais et dans ton spectacle, l'information elle est là, mais elle est paumée dans la forêt. Elle est paumée dans la forêt. T'as plus le chemin, tu sais plus comment aller la chercher. Exactement. Et ce que t'expliquais aussi, c'est qu'il faut aussi régulièrement, il faut s'entraîner quand même la mémoire, parce que la mémoire, on a une courbe d'oubli et il faut taper de temps en temps de plus en plus espacé. Moi, j'ai fait 3 ans d'allemand, je suis incapable de dire une phrase aujourd'hui. Et oui, parce que tu vois, si tu avais utilisé par déjà, exemple, ça m'intéressait pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais après, il faut s'intéresser. La mémoire, je pense, n'apprend pas la même chose si ça t'intéresse ou pas. La mémoire, elle marche avec l'attention, un corps sain, donc reposé et une bonne nourriture, et le temps.
Il y a vraiment ces 3 composantes. Si on squeeze l'une des 3, on va pas retenir dans le temps. C'est-à-dire que si je te demande ton prénom et que je l'écoute à peine, et ça arrive, hein, toutes les personnes qui me disent je retiens pas les prénoms, c'est qu'elles écoutent pas vraiment le prénom à ce moment-là. Mais si je te dis comment tu t'appelles, tu me dis Noémie, et je te dis enchanté Noémie, en prenant le temps de ce moment-là, déjà je favorise ça. Après, il y a la répétition qui va abîmer la courbe d'oubli pour qu'on s'en souvienne de mieux en mieux. Et comment je vais faire ? C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai besoin du carton qu'il y a là, je vais dire, au lieu de dire est-ce que tu peux me passer le carton, je vais dire Noémie, tu peux me passer le carton s'il te plaît ? Elle va me le passer, je vais dire merci Noémie. Donc je vais faire de la répétition. D'accord. Comme ça, je vais l'ancrer de plus en plus. Et plus le temps va passer, plus ce sera ancré profondément. Mais effectivement, par exemple, pour une langue étrangère, on peut utiliser des flashcards, c'est-à-dire on révise une fois par mois. Et puis tous les trucs où on a eu bon dans la révision, on va les réviser que dans 6 mois. Les trucs où on n'a pas eu bon, on va les réviser dans 15 jours. D'accord. Et etc. etc. Donc et après, tu hiérarchises, exactement. Si je puis dire, ce que tu dois réviser en priorité. Oui, en fait, le problème c'est qu'en plus on révise beaucoup de choses que l'on sait déjà. On ne fait pas un filtre naturel. Le principe des flashcards, moi j'ai inventé une boîte qui s'appelle la Memory Box. Oui. Et la Memory Box, c'est ça, il y a des intercalaires. Alors on peut le faire avec une boîte à chaussures, hein, si vous m'écoutez, c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin de l'acheter. Je suis un très mauvais vendeur. Oui, là, oui. Vous prenez une boîte à chaussures, vous mettez 7 intercalaires dedans. La première, il y a marqué tous les jours. La deuxième, il y a marqué tous les 3 jours. Ensuite, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, admettons. Et les flashcards, c'est de l'information liée dans les 2 sens. Par exemple, si je te dis, dis-moi 3 villes d'Australie. Sydney. Et c'est dur. Et c'est dur. Imagine si je t'avais dit, est-ce que tu savais que Sydney, Canberra et Melbourne sont des villes australiennes ? Exactement. Tu m'aurais dit, bah oui, bien sûr, je le sais. Bah oui. On voit que la connexion existe dans un sens. Dans un sens, mais dans l'autre, voilà. Donc sur les flashcards, tu vas mettre l'information des 2 côtés séparés. Tu vois, genre ville de Sydney, de l'autre côté, Melbourne, Sydney, Australie. Si c'est pour ton allemand, tu vas mettre Guten Tag d'un côté et bonjour de l'autre côté. Ça, c'est dans tous les jours. Premier jour, tu prends ta fiche, il y a marqué Sydney, tu dis je crois que derrière il y a marqué Melbourne, Sydney, Canberra, tu retournes, c'est correct. Donc tu la mets dans le slot suivant. Retourner comme ça. Dans 3 jours, tu vas y retourner, tu vas prendre Sydney, Melbourne, Canberra, ça c'est des villes d'Australie. Tu retournes, effectivement c'est des villes australiennes, tu le mets dans 1 mois. Dans 1 mois, tu arrives dessus, tu relèves, il y a marqué Australie, tu dis je les ai plus. Tu retournes, tu fais oui je les avais plus, tu le rétrogrades d'avant dans 3 jours. Tu vois, ça veut dire que dans 3 jours, etc. Et en faisant ça, tu es certain de réviser toujours les choses sur lesquelles tu avais un petit manquement qui avait commencé à s'effacer et de ne pas perdre de temps sur les acquis. Donc par exemple, je sais pas, tu es étudiant en pharmacie, je dis n'importe quoi, tu peux mais j'ai beaucoup faire des petits en pharmacien qui utilisent ma méthode. Beaucoup d'étudiants en médecine qui s'en servent et qui associent ça en plus avec de la mnémotechnie pour tous les noms de médicaments qui sont compliqués ou qui utilisent des palais mentales aussi pour savoir quels sont tous les os qu'il y a dans telle partie du corps, etc. Ils ont tellement d'informations qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, ils sont obligés de passer par de la méthodologie d'apprentissage. C'est obligé là. Et tu vas voir, donc j'ai bossé mes transitions, hein. Comme on parle beaucoup de mémoire, on parle de la mémoire du passé. Donc le prochain morceau, c'est Retour vers le futur. J'ai bossé. Hein. Film préféré, ça. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Nous passerons aujourd'hui 1 heure avec Fabien Olicard, mentaliste, aux 1 400 000 abonnés YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, je vous y invite. Tu vois, moi aussi j'arrive à mentaliser. Incroyable ce que tu fais, même moi j'ai eu envie de m'abonner à moi-même. Alors on parle de YouTube, justement, comment c'est venu ? Puisque ce qu'on disait tout à l'heure, non, c'est pas une idée que tu avais quand tu étais gamin vu que ça n'existait pas, mais nous, on a vu Internet, on est de 82, donc on est une génération, on a vu quand on était adolescent ou jeune adulte, Internet vraiment se développer. Et comment ça t'est venu l'idée d'utiliser cet outil et quand est-ce que tu as vu que ça pouvait vraiment être un outil puissant pour se faire connaître ? Ça, je l'ai constaté a posteriori, la puissance de l'outil. En réalité, donc en 2017, je veux écrire un nouveau spectacle et je cherche un défi créatif pour ça. C'est comme quand j'écris mes livres, j'aime bien les défis créatifs parce que ça m'oblige à aller un peu plus loin au fond de moi, sortir des choses que je n'avais pas encore perçues. Et la deuxième chose, c'est que je venais de faire le JT de France 2 à l'époque. J'avais été invité en interview et j'étais vraiment sous une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que mon rapport à la caméra n'était pas bon et comme je suis plutôt empathique, je colle à l'énergie de la personne qui m'interviewe et donc si la personne est calme, j'étais calme. Si elle parlait avec des mots savants, je parlais avec des mots savants. Si elle était joviale, j'étais jovial et ça c'est du mimétisme, quoi. Ça. Ah ouais, et faut lutter contre, quoi. Faut être soi-même. Mais c'était dur pour moi.
Et me vient une idée bête, je me dis, mais ça on est en décembre 2015 plutôt, et je me dis ce qu'il faudrait que je fasse. Non, ce qu'il faudrait que quelqu'un fasse, voilà, c'est faire une vidéo par jour pendant 1 an. La personne qui fait ça, elle devient monstrueuse en termes de laisser aller, de lâcher prise face à une caméra. Elle se fait un défi créatif de folie et en plus elle prend des skills, elle devient meilleure dans le montage, dans tout ça, des choses que je maîtrisais pas du tout quoi. Et je me dis mais moi j'ai pas le temps de le faire. Le problème c'est que cette idée perverse elle s'insère dans ta tête et tu te dis mais en vrai c'est vraiment ça qu'il faudrait faire. Et bon bref je lâche l'affaire, le 1er janvier je me mets à faire ça. Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 je fais une vidéo par jour pendant 1 an en flux tendu évidemment, il n'y a pas d'avance. Et au milieu du reste de ma vraie vie aussi. Les premières sont déjà, c'est une catastrophe parce que je suis tellement mal à l'aise vis-à-vis de la caméra que je demande à ma femme de sortir. Elle sort de la pièce, je fais non, de la maison. Pour quand je tourne, ne sois pas là. Tu tournais chez toi en fait. Ouais. Et je veux que personne m'entende parce que je suis si mal à l'aise quoi. Et ça me demande un travail de Mais fou. tu faisais déjà de la scène à l'époque. Oui, mais le rapport à la caméra et parler à l'œil froid d'une caméra, ça n'a rien à voir. On a vite fait de se construire un personnage, on ne sait pas pourquoi, tu vois, et de buter sur les mots. Bon bref, je fais comme ça. Et puis je ne sais pas monter non plus de vidéos. Et puis je connais très peu YouTube, voire même presque pas. Pour moi, YouTube, c'est quand j'ai une pause le midi, je regarde une vidéo de Norman et je tape Norman pour trouver. J'ai même pas conscience de ce qu'est une chaîne YouTube à l'époque. Et donc je commence à faire ça. Ça me plaît beaucoup, l'exercice. Je sens lâcher prise. Le fait qu'il faille trouver de nouvelles idées, ça me stimule. Et c'est là, j'écris mon nouveau spectacle en parallèle de ça parce que ça me donne des idées pour le spectacle. Et puis je commence à faire ça et je commence à découvrir l'univers du montage vidéo. Je trouve ça fascinant et passionnant. Donc je regarde plein de tutos sur Internet, j'achète des bouquins et tout. Je me plonge à corps perdu dedans. Au bout d'1 mois, donc 1 mois dans cette vie-là veut dire 31 vidéos de publiées quand même, je comprends ce qu'est YouTube et je me dis putain c'est génial. Au bout d'1 mois, je crois que j'ai 1000 personnes qui me suivent sur la chaîne. Alors n'importe quelle personne te dirait c'est rien. Pour moi, c'est pas rien. Parce que comme je viens de la scène, pour moi, 1000 personnes, c'est 10 fois le point virgule rempli. J'ai un rapport comme ça. Quand tu me dis 1000 personnes, je vois le nombre de gens physiquement, tu vois. C'est pas des chiffres, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je me dis, c'est incroyable d'avoir une audience comme ça qui te suit, qui te porte, qui attend la prochaine vidéo. Et je me lance vraiment dedans sans négliger ce que je fais à côté parce que j'y prends un plaisir incroyable. Et puis, moi qui ai un sens pédagogique, qui adore transmettre les choses, j'ai pas eu de nouvelles idées, je suis même pas sûr d'être un vulgarisateur. Moi je transmets les trucs qui m'ont passionné à apprendre de mon côté ou à découvrir, tu vois, et je me rends compte qu'il y a un public qui écoute ça quoi. Donc je me lance là-dedans et puis je me dis, on est en février, je me dis si à la fin de l'année j'ai 12 000 abonnés, ce serait titanesque et fabuleux, ça ferait 1000 abonnés par mois, ce serait super. Et à la fin de cette année-là, il y avait 250 000 personnes et c'était vertigineux quoi. Et donc, mais vraiment, je me suis fait cueillir. Ça, c'était pas prévu. Mais c'est à la fois c'était pas prévu, à la fois c'est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que comme j'avais déjà une vie de spectacle qui était bien remplie, je faisais des tournées dans des salles de 500 à 800 places, c'est quand même pas rien avant Internet. Internet a consolidé ça et ce fameux nombre d'abonnés qu'on aime sortir m'a pas permis des choses, mais c'est pas qu'il ouvre les portes, c'est qu'il permet en tout cas qu'on t'écoute. C'est-à-dire que quand tu as une idée quelque part, c'est plus facile d'avoir accès à la personne à qui tu peux parler de cette idée. Et après, ça veut pas dire que ça va être oui, mais tu vois, tu as accès. Puis elle va partager aussi. Moi je vois par exemple, je partage régulièrement des vidéos sur Facebook de toi, parce que je suis sur ta chaîne Facebook. Et ben voilà, typiquement, j'ai des amis qui connaissent pas trop, j'ai envoyé des vidéos, ils sont venus au spectacle avec nous, etc. Donc après, ça peut être viral. Bien sûr. Mais même après, pour les projets professionnels, tu vois, par exemple, si demain j'avais l'idée, je sais pas moi, de monter une émission sur Netflix, je dis pas que Netflix me recevra, mais il y a quand même de fortes chances qu'ils m'écoutent et qu'ils lisent le mail, tu vois, parce que tu traînes l'aura d'un soi-disant public d'1 500 000 personnes. Alors, penser ça, c'est oublier que les personnes ont un libre arbitre et qu'elles sont pas obligées de te suivre dans tout ce que tu fais. Oui. Mais effectivement, tu as l'assurance de peut-être 10 ou 20 000 personnes qui vont se dire moi j'aime bien Fabien, il tente autre chose, je vais aller voir effectivement ce qu'il fait et puis si ça me plaît pas par contre je continuerai pas, tu vois. Mais c'est vrai que ça te donne un petit peu d'air sous les ailes, tu vois. Mais ça te porte. Le revers de la médaille, YouTube, parce que quand tu vas en salle, les gens font la démarche de venir vers toi. Tout à fait. Et tu as un échange avec eux et honnêtement,
même, je disais tout à l'heure, les gens qui ne te connaissaient pas du tout au début, etc., tout le monde s'en ravit. Et puis, petite parenthèse, quand tu fais monter des gens sur scène, et je te le dis parce que tu es bienveillant. Oui, toujours, bien sûr. C'est pas le cas de... Ouais. On va pas donner de nom, mais... non, mais des fois, tu vois des numéros, etc., à la télé, ou quand ils font monter des gens, des fois, c'est un peu beaucoup pour se foutre de leur tronche. Et donc, voilà, donc c'est bienveillant. La première personne de qui on doit se moquer quand on est artiste, c'est soi-même. Voilà, exactement. Et les personnes qui viennent, elles sont venues pour prendre un billet pour un spectacle, pour rigoler. Donc, elles n'ont pas de rôle à jouer. Donc, et d'ailleurs, tu as remarqué, la première fois que je dis les personnes qui veulent participer, levez la main, il y a 2-3 mains. C'est très... Et à la fin, il y en avait beaucoup. Et à la fin, c'est toute la salle parce que tout le monde a vu que c'était OK. Bah ouais, voilà, clean, c'est ça. Donc, pas de problème, donc là, tu as une relation qui est très saine. Par contre, quand tu es sur Internet, tu as toujours des haters, mais ça, c'est le fléau des réseaux sociaux. Sans indiscrétion, comment tu le vis, le fait de te faire des fois dézinguer par des gens qui ne te connaissent même pas? Écoute, ça va. doit pas être super agréable toujours quand même. Mais... C'est jamais agréable. Par contre, ça va. Quand je dis ça va, je prends en comparaison des copains qui sont soit plus jeunes que moi, soit qui ont eu toute leur vie professionnelle sur Internet. Oui. Moi, j'ai de la chance. J'ai commencé, j'avais 35 ans. Internet, c'est vraiment très récent, donc j'avais une vie et un certain recul. C'est-à-dire que, par exemple, quand je lis un commentaire qui m'assassine avec plein de fautes et tout, moi, j'oublie pas que potentiellement c'est un enfant de 8 ans et que quand il a terminé d'écrire ça, il y a sa mère qui a dit à table Simon, et Simon il est allé manger, il a même oublié qu'il avait mis ça, et donc je vais pas prêter de l'émotion à ça. Voilà. Donc ce qui m'impacterait pas dans la vraie vie ne peut pas m'impacter par supposition sur Internet. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que comment dire, il faut mettre aussi un moyen de se protéger. Là, j'ai fait une vidéo pour la chaîne Brut. Tu sais, ce média. Brut publie sur Facebook et c'est très virulent. Je sais que c'est extrêmement virulent. Okay, Montreux, quand ils ont diffusé ma vidéo, ce n'est pas mon public. Bon, je ne suis pas allé lire les commentaires. Pourquoi les lire pour potentiellement me faire assassiner? Je veux dire, si je vais les lire, c'est soit pour lire des trucs qui vont dire c'est super, t'es génial, mais ce n'est pas une critique constructive pour ma vie, donc j'ai pas à me vautrer dans le compliment. Et ceux qui me dézinguent, j'ai pas à me vautrer non plus là-dedans, donc en fait je ne vais pas voir, je suis pas maître de ce média-là, je vais pas le voir. Et ma propre chaîne, je vais voir les commentaires en général vers 18-19 heures, jamais avant dans la journée, mais vraiment jamais avant. Et des fois tu réponds, oui, et je réponds posément, il y en a que je calme un petit peu aussi, quand je vois que ça va trop loin, tu vois, avant de bannir, ça c'est quand vraiment c'est insultant. Et d'ailleurs, en général, je réponds quand c'est insultant, non pas envers moi, mais envers mes invités. Oui, c'est ça, genre de ça. Et surtout, s'il y a le malheur d'inviter une femme, c'est plus dur encore pour elle. Mais oui, j'ai plein de collègues ou de copains qui lisent leurs commentaires dès le réveil. C'est leur premier truc du matin. Tu vas prendre le téléphone et aller regarder les commentaires. Que tu sois préparé ou pas, imagine dans ton cerveau ce qui se passe émotionnellement quand la première source de nourriture de sa journée, c'est des insultes ou même des critiques qui parfois sont fondées et constructives, mais t'es pas prêt à ça. Donc moi je fais ma journée, je réalise plein de choses formidables dans ma vie, je suis content de faire ce que je fais, je suis content de découvrir ce que je découvre, et à 18-19 heures, quand cette belle journée est en train de se terminer, je me dis allez hop, je vais regarder les commentaires, mais je suis protégé par le baume du reste de la journée, et ça m'atteint vraiment pas du tout. Je peux même pleurer de rire devant certaines insultes. Faut prendre un petit peu de distance. En fait, les insultes vraiment très violentes, les plus violentes, elles me font rire parce que je me dis mais lave-toi la bouche. Enfin, c'est pas bien. Et puis il y en a qui comprennent pas. Puis tu l'expliques dans ton spectacle et tu le disais en début d'émission. Il y a du mentalisme, il y a de la mémoire, mais il y a de l'illusionnisme. Oui, bien sûr. Alors il y en a des fois qui disent mais c'est truqué. Mais il lit pas vraiment dans les. Enfin, pas totalement, mais je veux dire, c'est pas paranormal, les gars. Oui, il peut y avoir des trucs. Si je lisais dans les pensées des gens, ça se serait. Alors, je peux déduire des choses, je peux poser un cadre, je peux tromper l'attention, je peux faire plein de choses, mais si j'étais un Jedi, télépathe, mais vous inquiétez pas que je dominerais déjà le monde, c'est sûr. non, mais tu vois, ça se serait si on avait des pouvoirs paranormaux, évidemment. Enfin, je pense que c'est l'inverse. C'est plus t'es bourrin, plus t'arrives au poste comme aux États-Unis. Bref, ça, je dis rien. Oh, mon Dieu. Pas souvent les plus fut-fut qui y arrivent. Mais bon, bref. Ah non, pas de politique sur la voie d'Ambroise Paré, je ferme la parenthèse. Mais alors du coup, pour finir, dans ton quotidien, est-ce que ça te... Alors, je sais pas, moi je suis négociateur immobilier dans la vie de tous les jours. Donc, mon travail, j'ai de la négociation à faire. Donc, tu es mentaliste. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup,
quelque part, j'applique des choses. Comment tu vois ça? En fait, je pense que tout le monde est mentaliste dans ma définition, puisque quand tu mémorises quelque chose, t'es mentaliste. Quand tu négocies, t'es mentaliste. Quand tu cherches à savoir ce que pense ton copain ou ta copine, t'es mentaliste. Quand tu cherches, en regardant quelqu'un, tu te dis dans quel état d'esprit il ou elle est, tu es en train de faire du mentalisme. Donc en fait, on en fait tout le temps. Et après, c'est à quel moment tu te spécialises dans telle ou telle technique, tel ou tel domaine. Eh bien, toi, tu t'es spécialisé dans la négociation, mais sûrement aussi dans l'art subtil de comprendre l'état d'esprit d'autres, de voir quand est-ce qu'il lâche, de voir quand est-ce qu'il prend. Donc en plus, tu fais un espèce de comportementalisme, et ça, tu l'as appris sur le terrain. Mais c'est exactement le même métier que moi, sauf que pour moi, quand on dit mentaliste, on pense aussi au divertissement qui va avec. Oui, oui. Tu vois. Oui, je vais rarement faire des tours de cartes, mais quoi que je pourrais essayer. Mais... Essaye. Avec leur carte bleue. Regardez, je mélange, où est votre carte? Ah, elle est plus là. Et t'as un petit numéro, tu me disais hors antenne que tu peux, ou un petit exercice que tu peux faire à nos auditeurs. Ah oui, on peut essayer avec les auditeurs et les auditrices. Soyez bien à l'écoute. C'est une démonstration de faire voir à quel point, malgré notre liberté, on peut se faire renfermer dans un espèce d'entonnoir qui t'emmène vers une décision préétablie. Vous avez juste à écouter ce que je dis. Vous allez toutes et tous choisir un prénom féminin, quel qu'il soit, et vous le gardez dans votre esprit. Vous en avez un en tête, ça doit être fait maintenant. Okay. Prenez la dernière lettre de ce prénom féminin. Vous avez cette lettre en tête, et maintenant vous allez penser à un pays européen qui commence par cette lettre. Donc si vous aviez un I, vous pensez à l'Italie par exemple, vous pensez à un prénom européen qui commence par cette lettre, ça doit être fait maintenant. Prenez la dernière lettre de ce pays. On va aller un peu plus loin. Vous allez penser à un animal, mais un animal plus gros qu'un chien pour que ce soit intéressant, qui commence par cette lettre. Donc vous prenez la dernière lettre du pays, vous pensez à un animal plus gros qu'un chien qui commence par cette lettre. Vous avez un animal en tête, et on va terminer comme ça. Vous allez prendre la deuxième lettre de cet animal, on va changer un petit peu, et avec la deuxième lettre de cet animal, vous allez penser à un fruit. Un fruit. Et je sais que c'est pas très simple de penser à litchi, mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui y pensent actuellement. Qui avait litchi ici, levez la main? Oui, voilà, tout le monde évidemment. Et oui. Alors, je trouve que c'est une belle démonstration du mentalisme, parce que tu te dis oui, mais alors on a tous pensé à éléphant. Non, il y en a qui ont pensé à élan. J'ai pensé à un élan, moi. Il y en a qui ont pensé à élan, mais c'est pour ça que j'ai couvert. Mais on aurait aussi pu penser à une écrevisse. Mais en fait, je vous ai dit penser à un animal plus gros qu'un chien pour que ce soit plus intéressant. Cette phrase est admise par tout le monde, mais elle n'a aucun sens. Pourquoi ce serait plus intéressant? Tu vois? Et je trouve ça génial dans cette démonstration du mentalisme. Ça rejoint tous les procédés dont on parlait. Il y a de l'influence, il y a de la psychologie, il y a de l'illusionnisme, et il y a une mémorisation de toutes les étapes. Et ce qui est génial, c'est de se dire au départ, j'avais une liberté complète, et parce que j'ai suivi un cadre qui me paraît sain au départ et justifié, j'arrive à une décision qui était attendue à l'avance. Donc le mentalisme, c'est aussi le fait d'avoir l'esprit critique pour vérifier si on est toujours libre ou peut-être pas un petit peu manipulé parfois. Oui, ça, il y a manipulation. Bien mais sûr. C'est ce qu'utilisent ni plus ni moins que les publicitaires, les publicitaires font ça, les politiques, oui, bien sûr, etc. Complètement. Ni plus ni moins que du mentalisme, finalement. Bien sûr. La manipulation en soi, d'ailleurs, n'est ni bonne ni mauvaise. Il n'y a que l'utilisation qu'on en fait qui n'est pas bonne. Exactement. Je vais faire une nouvelle pause musicale. Là, je vais mettre un morceau que tu dois connaître, piqué un peu dans le thème. Si je te dis Fight Club, les Pixies. Ah, génial. Le titre? Ah, j'ai pas le titre là. Where is my mind? Ah oui, où est ton esprit? Voilà, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro avec Fabien Olicard pour l'émission 1 heure ensemble où nous parlons de mentalisme. Ça aussi c'est une petite forme de manipulation, tu leur dis vous êtes bien sur la voix d'Ambroise. Exactement. Tu leur imposes ce choix d'être bien. On est bien à la voix d'Ambroise Paré, on est bien ici. Et je le répète tout le temps, puisqu'on a des patients auditeurs justement qui arrivent en cours d'émission. C'est pour ça que je me permets à chaque fois de resituer. Tu vois, Bernadette, j'ai bien appris les règles pour faire animateur radio. Et donc là, on arrive dans la dernière ligne droite. Donc on a parlé du mentalisme, de la mémoire, de ta chaîne YouTube. Tu as écrit aussi des livres. Oui, tout à fait. On en parle un petit peu hors antenne. Et est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Est-ce que tu as un projet de livre bientôt? Dis-nous un petit peu. Eh bien, écoute, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, pendant que je faisais ces premières vidéos sur ma chaîne YouTube, je contacte une maison d'édition parce que j'ai une idée de livre depuis toujours qui est de mettre ces astuces-là de mentalisme dans un livre. Parce que
sur scène, je fais un peu de pédagogie, mais pas trop, parce qu'on n'est pas là pour ça, donc c'est du survol. Les vidéos me permettaient d'aller un peu plus loin, mais il faut qu'elles restent du divertissement. Et le livre tu apprends des petits tours sympas avec des tours de cartes qui marchent très bien en soirée. Et le livre me permettait d'aller plus loin, en fait. Et ça, c'était génial. Donc, je contacte une maison d'édition. La légende veut que j'ai écrit un livre parce qu'il y avait plein d'abonnés, mais quand il est sorti ce livre, il y avait 400 000 abonnés sur la chaîne. Mais quand le contrat a été signé, on était à peine 10 000 abonnés en fait. D'accord. Les gens oubliaient qu'il y avait un temps d'écriture et de relecture et de correction. Donc cette maison-là d'édition qui m'a suivi, First, c'était un vrai pari quoi, pour eux de sortir ce titre. Moi je voulais mettre sans astuce, ils m'ont dit alors ça fait un bouquin beaucoup trop épais, donc beaucoup trop cher, donc pour un premier livre il faut en mettre que la moitié, donc j'ai trié la moitié. Et donc ça s'appelle Votre cerveau est extraordinaire. Et donc c'est pour moi, quand j'étais petit, j'adorais le manuel des castors juniors. Tu l'ouvrais n'importe où, il y avait un truc intéressant dedans. Donc je me suis dit, il faut faire pareil. J'ai mélangé plein d'astuces de plein de thèmes différents. Mais en réalité, si on regarde l'index thématique à la fin, on voit qu'il y a 7 grands thèmes qui sont la mémoire, la psychologie, l'influence, etc. On retrouve les valeurs que je mets dans le mentalisme. Et puis, l'année d'après, j'ai sorti Votre cerveau est définitivement extraordinaire, qui est le tome 2 et fin de ça. C'est pour ça que j'avais mis définitivement, pour pas que l'éditeur puisse sortir un 3e tome un jour sans moi. C'est la fin. Et cette année, j'ai sorti un livre qui s'appelle Votre temps est infini. Donc là, c'est un essai sur le temps parce que depuis toujours, je suis un procrastinateur avéré, je repousse au lendemain, c'est très compliqué. Et en même temps, je suis très curieux, j'ai envie d'assouvir cette soif de curiosité en permanence. Et donc, je suis devenu procrastinateur abstinent. Parce que je crois qu'on l'est toujours. Hein. C'est comme une addiction. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de repousser au lendemain, mais je ne le fais plus. Et quand je me suis posé cette question-là en fin d'adolescence de comment je peux faire parce que je m'auto-énervais, je me suis dit il me faut des méthodes qui deviennent des rituels, qui deviennent des habitudes. Les habitudes, elles peuvent s'acquérir en 66 jours en moyenne pour un être humain. Par exemple, te brosser les dents est une habitude. Tu vois, quand tu vas à la salle de bain le matin te brosser les dents, tu dis pas « Oh non, faut que je me brosse les dents !» Tu vois, c'est ancré dans tes... Donc moi, il me fallait des choses comme ça, des habitudes. Et du coup, pour que je les tienne, il fallait qu'elles soient sans souffrance. Donc j'ai vraiment lutté contre moi-même et découvert comment je fonctionnais pour pouvoir gérer mon temps au mieux. Et gérer mon temps au mieux, contrairement à l'idée reçue, c'est pas pour en faire plus. C'est pas nécessairement ça. C'est pour juste le faire comme j'ai envie en fait. Si j'ai envie de prendre une pause, je prends une pause. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai envie de... Mais on ne se fait pas interrompre en permanence et on ne mélange pas les différents types de temps. Donc c'est un essai sur le sujet. Je savais pas si ça allait intéresser les gens. En 2 mois, il a été best-seller. Donc je me dis, ok, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvent dans mon domaine et ça leur sert, qu'ils aient une vie de famille ou que ce soit pour le professionnel ou le personnel, etc. On a tous un rapport au temps qui est parfois un peu compliqué. Surtout aujourd'hui avec l'hyperconnectivité qui nous fait croire qu'il faut toujours être disponible et toujours agir en réaction et non pas en planification. Je prends un exemple dans le livre où je dis fermez votre boîte mail, ne l'ouvrez qu'une fois par jour quand vous l'avez décidé. Et quand on me dit, ou ça en conférence, mais ça c'est rien, je fais, mais la majorité des mails qu'on reçoit sont des mails publicitaires, ok ? T'imagines, est-ce que tu accepterais que dans ta vie courante, ton facteur viennent sonner à ta porte 20 fois par jour pour te donner une pub? Tu dirais, ben non, c'est pas possible. Et ben c'est ce qu'on laisse faire, par exemple, avec notre boîte mail. Donc ce livre parle, entre autres, de tout ça et du rapport au temps. Et puis là, j'écris le prochain qui sera encore sur un autre sujet. Tu peux nous en dire un peu plus ou pas? J'ai le fond, mais j'arrive pas encore à le synthétiser en quelques mots. Alors ça va être des gros mots comme flexibilité mentale, comme neutralité, pas résilience, parce que c'est pas vraiment un truc de résilience, mais j'ai de la chance dans ma vie, j'ai toujours été heureux. Mais vraiment toujours. Il faut savoir qu'à une période, c'était pas hyper simple. Durant 3 mois de ma vie, par exemple, j'ai vendu des nappes sur les marchés pour vivre, en vivant dans une toile de tente, parce que j'avais pas le choix. Et quand j'ai fait mon Olympia, justement, en 2018, je me suis dit, c'est fou, je suis autant heureux aujourd'hui que quand j'étais dans la toile de tente. Donc ça veut dire que c'est pas ce que je fais et c'est pas l'argent que j'ai qui fait mon bonheur à ce moment-là. Et comment ça se passe, etc. J'ai commencé à réétudier tout ça, à voir aussi avec des neuroscientifiques et tout. Et j'en fais un livre parce que je trouve ça intéressant de se dire comment on trouve son bonheur, tu vois, et est-ce que c'est sain de chercher le bonheur? Est-ce que l'état de neutralité, c'est pas déjà quelque chose de très agréable, d'être un peu neutre émotionnellement, juste content, tu vois? Est-ce qu'il faut absolument être dans des extrêmes de dopamine en permanence? Donc ce sera un livre sur ce sujet.
Et le spectacle, là, le spectacle que tu joues, Singularité, donc il est en tournée. Il est en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse et Québec. Et on vient de faire tu fais un zénith en fin d'année, je termine ce spectacle après 2 ans d'exploitation au Zénith de Paris le 20 novembre 2020. Donc ça va être juste incroyable. Et c'est fou parce que tu vois, je te parlais du point virgule. Les 3 bornes n'avaient jamais voulu de magicien ou de mentaliste, ils m'ont pris. Le point virgule, pareil, ils m'ont pris. Et puis l'Olympia, on n'avait jamais eu. Et j'allais dire, ils m'ont pris. Non, c'est moi qui l'ai fait en autoproduction. Ça aussi, c'était dingue. En autoproduction, c'est grâce au public. Hein. Quand un artiste dit je l'ai fait en autoproduction, c'est sous-entendu, c'est grâce au public qu'on a fait ça. Bien sûr. Et là, cette année, le Zénith de Paris en autoproduction aussi, c'est là pour le coup, le Zénith de Paris me donne quelque chose de vertigineux. La plus grosse émotion, c'est 9000 places. Ah oui, oh la vache. Et la plus grosse émotion similaire que j'avais pu avoir, c'est de voir mon propre premier livre dans une librairie. Parce que je suis un amoureux des livres, et quand tu marches dans une librairie et que tu as fait ça toute ta vie et que là tu vois ton livre en rayon, tu te dis, c'est presque un syndrome de l'imposteur. Tu te dis mais non, ça peut pas être moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça me fait ça tellement c'est incroyable, mais en même temps, je suis très excité par l'idée, quoi. Et ça met beaucoup de temps à écrire un spectacle. Comment tu fais du rodage au fur et à mesure de tes représentations? Tu le réécris un peu en cours de route ou pas? Ou c'est millimétré? Alors, je pense que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas moi c'est comme ça, mais pas mal de mes copains humoristes c'est ça, du premier au dernier jour du spectacle il sera un peu différent, il sera un peu réécrit. Tu vois, j'ai fait une impro à un moment donné au spectacle où t'étais, mais pas Courgette mais une autre, je l'ai réécoutée, je l'ai réécrite et je suis en train de l'intégrer au spectacle, tu vois. Donc en permanence, le spectacle vivant doit garder son sens premier, c'est vivant, donc il doit évoluer, il y a des parties qui m'amusent moins, moi aussi en tant qu'artiste, donc je les supprime parce que je vais pas vous servir quelque chose qui n'a pas de goût pour moi, tu vois, parce ça se que ressentirait quelque part, ouais. Et après pour écrire un spectacle, j'ai des thématiques générales, je commence à écrire vite fait dessus, je fais un petit squelette, une petite structure de ce que j'aimerais, et puis je vais écrire un numéro. Et ce numéro-là, il est très basique. Alors déjà, je sais pas s'il fonctionne en termes de mentalisme, et je sais pas s'il fonctionne en termes d'humour. Donc là, le plus vite possible, je vais sous le feu, quoi, donc sur scène. En général, sur une scène ouverte, la scène ouverte, c'est gratuit pour le public. Tu viens un petit numéro de 10 minutes, donc il y a pas de, c'est pas grave si c'est. Et t'as un retour après? Non. Moi, je filme. C'est toi qui prends la température après, quoi. Je filme le truc et parce que je suis fait pour être en communication avec le public. J'ai toujours travaillé comme ça. Et travailler à blanc, c'est pas quelque chose qui me convient. Il y en a, ils savent très bien faire, ils s'enferment dans un théâtre, ils répètent des heures, ils en ressortent le numéro. Moi, j'ai besoin d'être face aux gens. J'ai besoin d'essayer de les faire rire, j'ai besoin que ça vive, tu vois. Et donc, je passe très vite à cette étape. Et une fois que j'ai ce retour-là filmé, et ben là, je peux vraiment maintenant travailler ce numéro et aller plus loin, tu vois. Puis tu fais également des vidéos avec des volontaires, avec du public. Oui, bien sûr. Sur ta chaîne, donc du coup, tu peux peut-être tester des petites choses. Je teste en permanence. Et puis en fait, tout se nourrit. C'est-à-dire que les livres nourrissent ce que je fais sur scène et en vidéo. Les vidéos nourrissent les livres et la scène. Et la scène nourrit. Donc c'est une triptyque hyper vertueuse, en fait, en réalité. Et tu t'éclates. Ah oui. Et ça se voit. Ouais, ça se voit. Mais alors, et pour finir l'émission, moi j'ai une question, mais on a dû te la poser 1000 fois. Et tu nous l'expliquais quand je t'avais vu un tournage pour la chaîne Planète où tu parlais des émotions, etc. Que le mentalisme, c'est pas comme dans la série télé, c'est pas un truc infaillible, c'est pas possible. C'est faillible. Et tu me disais que bien sûr tu peux te planter. Et est-ce que ça t'arrive souvent comment tu choisis quelqu'un? Ouais. Parce que c'est très rapide finalement. Comment tu choisis quelqu'un et est-ce que tu peux des fois rebondir si tu vois que ça ne matche pas, etc. Okay. Non, je comprends. Alors la première question qui est sur le côté c'est faillible le mentalisme sur scène, la réponse est oui. Et c'est pour ça aussi que l'illusionnisme existe, parce qu'il fait un filet de sécurité. Que si je rate quelque chose, je peux me rattraper. Et ce ne sera pas aussi fort et puissant que ce que je voulais faire, mais ça existera quand même. Parce que qu'on avait fait ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, avec la carte retournée. Enfin, je sais pas si tu... Peut-être, ouais. Ça passera sur Planète TV, mais c'est ce que tu m'expliquais, ça avait fonctionné. Ouais. Mais on sécurise. Mais il y avait un jeu d'illusionniste derrière pour au cas où à un moment, si ça foire dans le numéro. Exactement, voilà. C'est exactement ça, c'est mon filet de trapéziste, ça. Et puis, il y a des choses sans filet. Ça m'est arrivé à Poissy samedi dernier, où j'ai pas trouvé exactement le prénom de la personne que je devais trouver. Alors, quand je dis je l'ai pas trouvé entièrement, moi, j'avais trouvé Sandra et c'était Sonia. Ok, donc comment ça se passe sur scène à ce moment-là? Moi, je considère que j'ai réussi. La première
promesse du spectacle, je dis, je ne suis pas là pour vous montrer que je suis le meilleur mentaliste au monde, je suis là pour vous partager une passion pour le mental. Exactement. Et c'est deux choses différentes. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai trouvé un prénom en 2 syllabes, féminin, avec autant de lettres, qui commence par S, qui finit par A. On voit que c'est pas la réussite totale, mais on comprend que j'aboutissais vers ce résultat. Et après, je fais des vannes de mauvaise foi pour faire rire tout le monde, etc. Après, tu mets en scène autour. Je mets en scène. Et après aussi, je m'attarde pas sur un petit échec durant 3 heures, parce que sur les 2 heures qui restaient, 95% des choses ont bien fonctionné. Et ma foi, si je voulais que ce soit sûr à 100%, il faudrait que je fasse que de la magie ou que j'ai des complices. Et c'est pas le but non plus. Quoi, mais tu ressens rapidement, parce que tu demandes qui est bénévole, donc on lève la main, qui est volontaire. Quelles sont les personnes ? Alors ça, on a l'impression que c'est très rapidement mon choix, c'est complètement faux. Par exemple, au tout début du spectacle, il y a une bande son qui passe où je fais 3 blagues, qui fait un escalier de rire. Déjà, ça, c'est mon point pour savoir quelle est l'ambiance de la salle. D'accord. Une fois que je rentre, j'ai un premier texte avec 3 blagues dedans. En fonction des blagues, je regarde comment réagit telle personne. D'accord. Personnes qui sont pratiques à sortir de leur rang pour pas faire bouger non plus tout un rang. Si j'ai besoin à un moment donné de quelqu'un d'un petit peu posé et concentré, je vais prendre quelqu'un qui sourit à ce moment-là, mais qui explose pas de rire, etc., qui est pas trop exubérante. Peu comme moi au premier rang quand tu m'as choisi, tu te dis voilà, il y a un mec qui est très sérieux et tout. Ça, c'était rigolo comme tout, tu vois. Ou à l'inverse, la personne qui va ramasser toutes les cartes pour moi, qui fait pas mal de blagues. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de me tenir tête, parce qu'il faut qu'on ait un échange sympa. Oui, voilà. Et donc là, ça va être quelqu'un dans un autre état d'esprit. Donc ça, c'est au tout début du spectacle, je fais quand même un peu mon panier. Donc tu repères très vite, en fait. Je repère assez vite. C'est pour ça que la lumière est un peu allumée dans la salle, parce qu'il faut que tu vois. Il faut absolument que je puisse voir les réactions des gens à ce moment-là. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te planter ? Ah oui, bien sûr. Genre des gens qui te bousillent le truc, qui te... Pas qui me bousillent, mais qui se mettent... qui se braquent, ça a été plutôt un comportement masculin, d'ailleurs, de se mettre dans le défi, tu vois. Parce qu'en fait, tu as 2 manières d'aborder. Soit tu te dis, tiens, j'ai envie de lui mettre des bâtons dans les roues, mais en mode, j'ai envie qu'il trouve pas ce que j'ai dans la tête, mais je joue le jeu des consignes, tu vois, mais je vais essayer qu'il ne voit rien. Et ça, c'est une bonne attitude à adopter. Soit tu te dis, tiens, il me demande de penser à un chiffre, moi je vais penser à mes vacances. Bah frère, je vais pas pouvoir trouver tes vacances parce que c'était pas la consigne, tu vois. Et donc ça pour moi c'est du défi, et je préfère... D'ailleurs, tu as vu, c'est sur la base du volontariat, toujours lever la main si vous voulez participer. Je ne veux pas que quelqu'un qui n'ait pas envie se force à participer, quoi. Et de façon bienveillante, comme je disais tout à l'heure. Mais encore une fois, les personnes qui ont agi un petit peu en contre, on parle peut-être de 2 ou 3 fois sur 10 ans de carrière. Donc c'est vraiment anecdotique, quoi. Globalement, les gens, de toute façon, ont envie de s'amuser avec toi. Mais du coup... je pense pas que j'arriverai à te faire dire un truc là en finissant l'émission, mais sur les prénoms que tu devines sur scène, c'est ça. Alors, tu arrives à deviner les premiers, les derniers, le nombre de syllabes, c'est ça ? Alors, je vais pas te spoil, mais je vais te donner une exclue. Une fois que j'aurai fait la dernière au Zénith, je fais une vidéo sur ma chaîne sur ce numéro-là. Sur comment tu devines un prénom ? Et le plus drôle du plus drôle, il y a très longtemps, en 2016, j'avais fait une vidéo sur ce sujet qui expliquait tout ça. Et dans cette vidéo, à l'époque, tout le monde m'avait dit « mais non, c'est pas possible ». Et du coup, j'avais dit « bah si ». Et après, quand j'ai intégré ça dans le spectacle, en 2018, fin 2017, j'ai mis cette vidéo en non répertorié, c'est-à-dire je l'ai enlevée de la chaîne en me disant bah maintenant je veux plus que l'explication à traîne. Et je me dis c'est fou, cette vidéo elle a fait 50 000 vues. Il y a 50 000 personnes qui à l'époque ont vu ça. Ou la même personne qui a regardé 50 000 fois parce qu'il ne comprenait pas. C'est possible. qui n'a pas raccordé que vraiment c'est ça que je faisais. Mais du coup, je ferai une vidéo là-dessus, mais a posteriori, donc une fois ça, que j'aurai terminé. Le prénom de quelqu'un, tu arrives réellement... Il faut aller voir le spectacle pour comprendre, ou voir tes numéros sur ta chaîne YouTube. Mais ça, tu arrives à le déduire. Donc, il y a des choses qui relèvent de l'illusionnisme, il y a des filets de sécurité, il y a des numéros complètement mis en scène, mais ça fait partie du package, du personnage. Et puis, pour ceux qui disent, bah oui, mais Fabien Olicard, oui, il y a des trucs... Victor Vincent aussi, David Copperfield. David Copperfield, il vole pas dans les airs. Gary Kurtz à l'époque, pareil. T'as pas la prétention de dire que tu as des dons paranormaux. C'est un endroit de tous les possibles. Mais voilà, et tu vas mêler tes vraies compétences à des numéros, à l'illusionnisme. C'est comme le moment où je dis et ne croyez pas ce que je dis. Tu vois, c'est
quand par exemple je fais le cuberlandisme sur une personne, si je galère, je ne manque pas de regarder aussi son visage à ce moment-là, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, et il faut que ça aboutisse quand même, quoi. Mais du coup, dans ta vie, pour finir, oui. Dans ton entourage. Dites-moi tout, Antoine. Mais non, mais c'est pas. Asseyez-vous, allongez-vous. Mais c'est pas chiant que tu puisses décrypter autant comme ça. Pas du tout, parce qu'en fait, tu dois deviner les surprises, les trucs, je sais pas. Non. Ça doit être compliqué. Les surprises, oui, ça m'arrive. Mais sinon, ce qui se décrypte sur scène dans un cadre posé et maîtrisé est différent de ce qu'on peut analyser dans la vie. Mais pour les surprises, je suis pas mal. Mais pour moi, la vie est un puzzle, et s'il y a trop d'indices dans une direction, j'ai tendance à le voir, quoi. Ce qui m'a valu des engueulades, une période de ma vie où je m'amusais à découvrir mes cadeaux de Noël, jusqu'au jour où ma copine m'a dit profites-en bien, c'est ton dernier cadeau. Et j'ai dit peut-être ça n'amuse que moi. T'avais fait un sketch d'ailleurs sur ta chaîne là-dessus. Mais elle avait eu raison de me dire ça, parce que ça m'a fait un électrochoc de me dire attends, après ça devient intrusif ton truc, et en fait t'es le petit relou qui part à la quête aux indices, quoi. Par contre, le jour où tu cherches un appart et où j'ai toi en client, ça doit pas être. Tu dois jouer un peu quand même, non, pour négocier. Pour la négociation, oui, mais très justement. Moi, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ce que j'aime, c'est la négociation à l'usage des honnêtes gens. Tu vois, la négociation bienveillante, je pense qu'elle est possible. Celle où tout le monde est content de la fin de la négociation. Celle où on se manipule avec bienveillance, c'est-à-dire avec argumentation, avec voilà, chacun joue sa partie, mais c'est pas obligé d'être mensonger. C'est ça que je veux dire. Et donc, le mot de la fin, c'est ça, bienveillance, de la bienveillance. Bien sûr, oui. On en a ici à la Voix d'Ambroise Paré, c'est le but de l'association. La bienveillance, il y en a dans ton spectacle, il y en a sur scène. Donc, vous tapez Fabien Olicard sur Internet. Vous ne le tapez pas dans la vraie vie. Voilà, vous ne le tapez pas quand vous le voyez ou quand il est sur scène, mais les livres, la chaîne YouTube, la chaîne Facebook, les spectacles, la tournée. La plomberie à domicile. Plein de choses. Et donc, on souhaite à nos auditeurs vraiment un bon rétablissement, un bon retour. Évidemment. Un bon retour chez eux. Un grand merci. C'est passé à une vitesse folle. On a passé 1h10 ensemble. On a un petit peu débordé. Mais un énorme merci, Fabien, pour ta venue. Et je pense que beaucoup de personnes t'ont découvert aujourd'hui grâce à cette émission. Et puis, je te dis, j'espère à très bientôt à la Voix d'Ambroise Paré quand tu sortiras ton nouveau livre. Eh bien, ça marche. L'invitation est lancée. Le rendez-vous est accepté. Eh bien, avec grand plaisir. Rendez-vous dans un peu plus d'1 an, je pense. Merci, Fabien Olicard, et portez-vous bien, chers auditeurs, et puis bon retour chez vous, on l'espère. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.